Bonjour à tous et bienvenue sur Une fille au volant. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis au Portugal et plus précisément à Cascais pour essayer le tout nouveau Volkswagen T-Roc. Il s'agit de la deuxième génération du SUV compact. Pour mémoire, la toute première avait été dévoilée en 2017 et on peut dire qu'elle a rencontré beaucoup de succès puisqu'elle a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a été également restylée en 2021 et nous voici donc avec la toute nouvelle génération, la deuxième qui avait été dévoilée il y a quelques mois au salon de Munich. Comme d'habitude, je vais vous en parler en détail, je vais vous montrer un petit peu déjà l'extérieur et vous pouvez déjà remarquer qu'il y a beaucoup de changements sur cette nouvelle version. Ce sera également aussi le cas à l'intérieur, mais on va revenir dessus juste après et bien sûr, je vous emmène pour un petit tour sur la route sous le magnifique soleil du Portugal. C'est parti! Alors, vous l'avez évidemment vu, il y a énormément de changements sur cette nouvelle génération. Cependant, quand même, le T-Roc, il conserve sa silhouette qu'on connaît déjà bien, mais la face avant, elle a beaucoup évolué. On a notamment des évolutions au niveau du bouclier, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large aussi, et qui donne vraiment un sentiment de sportivité à cette voiture. Il faut savoir qu'ici, on est sur la version Airline, donc vraiment la plus haut de gamme, la plus sportive aussi, et ça se voit. On a un traitement ici noir brillant qui lui va très bien, et à noter qu'on a également cette nouvelle couleur bleu céleste qui lui va, je trouve, très bien et qui contraste parfaitement avec ce noir brillant. La signature lumineuse a également été revue, donc on a des tout nouveaux feux à LED, donc Matrix à noter évidemment, qui sont reliés entre eux avec une bande lumineuse juste ici et bien évidemment le logo est rétroéclairé à l'avant mais également à l'arrière, on va le voir juste après. Et vous pouvez voir que ce nouveau T-Roc, il a évidemment un lien de parenté très fort avec le nouveau Tiguan, mais évidemment le Tayron également, dont l'essai est à retrouver sur la chaîne YouTube unefilleauvolant.com. On retrouve un capot nervuré mais pas trop non plus. Il n'y a pas vraiment de côté caricatural sur cette voiture puisqu'il ne faut pas oublier que ça reste un SUV urbain, un SUV compact qui n'a pas vocation à être sportif non plus, hein, bien évidemment. Mais quand même, cette face avant, elle ne manque pas du tout de caractère. On retrouve une petite lame ici qui donne là encore un style un peu plus sportif à cette voiture et dans l'ensemble moi je trouve que le résultat il est plutôt convaincant et surtout cette voiture elle est vraiment plus imposante, elle gagne en caractère et en prestance par rapport à la précédente génération. Évidemment n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire à ce sujet là. De profil vous pouvez le voir, le T-Roc comme je vous l'ai dit il conserve la silhouette que l'on connaît déjà bien, cependant la longueur est en hausse de 12 cm pour culminer à 4,36 m, donc il est un petit peu plus grand et en fait il se rapproche d'un Tiguan de première génération. Donc c'est un SUV qui reste quand même compact par rapport au marché évidemment, mais quand même qui grandit un petit peu et vous allez le voir que ça profite à l'habitabilité. La silhouette, donc comme je vous l'ai dit, elle est inchangée. On retrouve cette ligne de toit désormais bien connue depuis 2017 qui descend un petit peu comme ça et ici donc ce toit contrastant en noir qui apporte un petit peu plus de dynamisme mais aussi qui rend la voiture un petit peu plus haut de gamme. On retrouve de très belles jantes ici, donc avec un design spécifique qui permet d'améliorer l'efficience et de réduire la consommation. Elles font jusqu'à 20 pouces selon la finition évidemment. Là pour le rappel, on est en version Airline et le reste de la silhouette, il reste assez classique dans l'ensemble. On retrouve évidemment les logos Air. Alors je vous l'ai pas dit, mais on en a à l'avant, mais on a également juste ici au niveau de l'aile. Et je trouve, alors là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que le design de cette voiture il reste très équilibré et je vais vous montrer ce que ça donne évidemment à l'arrière qui a largement été revu avec cette nouvelle génération. On retrouve déjà une toute nouvelle signature lumineuse avec là encore un logo rétroéclairé et je trouve que ça rend particulièrement bien la nuit. Vraiment on voit qu'on est derrière une Volkswagen pour le coup. On retrouve évidemment le nom T-Roc en toutes lettres et surtout il y a quelques petites touches qui ont été revues notamment pour améliorer l'efficience, ce qui permet d'améliorer ces dernières de 10% et donc de réduire la consommation par rapport à la précédente génération. Déjà on a un nouveau bouclier juste ici qui a été redessiné mais également un béquet de toit qui est également nouveau et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais les flancs sont aussi plus lisses que sur la précédente version, là encore pour optimiser bien sûr le flux d'air et donc réduire la consommation de cette voiture. On va voir ça évidemment en conduite pour voir si la promesse est tenue. En tout cas vraiment cette voiture comme je vous l'ai dit juste avant, elle manque pas de caractère. C'est vrai que si la précédente génération pouvait sembler peut-être un petit peu plus fade, pour le coup, là, le constructeur a vraiment fait un vrai travail. Là encore, je le précise, on est quand même sur la version la plus haut de gamme Airline. On a des versions qui sont un petit peu moins sportives avec des jantes plus petites, etc. Mais là, vous avez vraiment un aperçu de la version la mieux équipée et on va voir ça juste après à l'intérieur également.
voici maintenant à l'intérieur de ce nouveau Volkswagen T-Roc. Et déjà, vous pouvez voir que la présentation, elle est tout à fait inédite par rapport à la précédente génération. En fait, elle reprend un petit peu celle des autres modèles du constructeur, évidemment, donc on ne sera pas dépaysé, mais elle a bien évolué et il y a pas mal d'éléments, surtout qui ont été améliorés. Le constructeur a écouté les critiques des clients et ça se voit, notamment ici au niveau du volant. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la précédente génération, on avait des boutons à retour haptique. Donc c'était pas des vrais boutons physiques et ça pouvait être assez agaçant. Par exemple, parfois on conduisait, on pouvait appuyer dessus et parfois on savait pas trop vraiment où on mettait les doigts et c'était un peu compliqué. Là, le constructeur a vraiment écouté les critiques des clients et a remis des vrais boutons physiques. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est une tendance aujourd'hui qu'on retrouve chez certains constructeurs qui reviennent à des touches physiques puisque les clients, c'est ce qu'ils veulent. Moi, j'en parle à chaque vidéo et je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir de vrais boutons. Ça évite d'appuyer sans le faire exprès et ça évite aussi, vous savez, parfois on conduit et voilà, on a besoin de changer un réglage, on sait pas trop, on est obligé de regarder le volant et donc de quitter la route des yeux et là du coup on sait vraiment où appuyer. Donc ça c'est vraiment, ça peut paraître anecdotique mais pour le coup quand vraiment on conduit c'est très utile. Et le reste du poste de conduite évidemment il se modernise aussi grandement. On a un grand écran tactile de 12,9 pouces avec un système d'infodivertissement de dernière génération avec des graphismes très modernes, etc. Une bonne réactivité également. On retrouve évidemment Apple CarPlay et Android Auto sans fil bien sûr. Et on a beaucoup donc d'éléments de connectivité. On retrouve notamment 2 ports USB-C juste là, ainsi qu'un chargeur pour smartphone à induction. On a également un combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces qui est également très pratique et bien pensé. On a toutes les infos nécessaires à la conduite, etc. Et dans l'ensemble, cette voiture, elle est très bien pensée. On a également beaucoup d'améliorations en termes de qualité perçue. On a ici une planche de bord en tissu qui est plutôt qualitative dans l'ensemble, même si c'est pas forcément hyper haut de gamme, mais il y a un effort quand même qui a été fait. Cependant, on retrouve pas mal de plastique dur ici, juste là, un petit peu rugueux aussi, qui sont quand même en partie assez hautes et donc assez visibles. C'est un peu dommage. En revanche, ce qui est très cool, c'est qu'on a pas mal de rangements à bord de ce Volkswagen T-Roc. On a ici une boîte à gants qui a une taille tout à fait correcte quand même dans l'ensemble. Et bien sûr, donc on retrouve des porte-gobelets juste ici qui sont modulables. On peut enlever les petites cloisons qu'on retrouve juste ici et il suffit en fait de les glisser là où on veut pour vraiment avoir plus ou moins de place selon ce qu'on cherche. On retrouve un rangement qui se prolonge juste là sous l'accoudoir et un petit détail aussi au niveau donc de cet accoudoir. On a ici pas mal de petits éléments qui sont en fait des petits rangements qui permettent de mettre toutes nos affaires. Alors on a un rangement pour glisser le disque, pour glisser la carte bleue également, mais même pour mettre des petites pièces ou un jeton de caddie. On a tout sous la main donc quand on conduit et là encore c'est vraiment très pratique quand c'est notre voiture. Vous savez on n'a pas des pièces partout qui se baladent. Tout est rangé là et ça se voit pas, donc même pour les risques de vol, etc. c'est quand même très pratique. On retrouve ici sur cette finition Airline de très beaux sièges qui offrent un très bon maintien, vous pouvez le voir juste ici, qui remontent bien sur les côtés. Ce qui est un peu dommage en revanche, c'est qu'ils sont à réglage manuel et je trouve qu'à ce niveau de prix, c'est quand même un petit peu mesquin. On pardonne puisque le design est quand même très réussi, donc c'est du tissu un petit peu texturé avec bien sûr le logo Air juste ici et qui sont vraiment assez confortable dans l'ensemble, même si ça c'est un petit détail, vous savez que je suis pas très grande et que j'ai des petites jambes et en fait je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin et en fait ils tapent derrière le genou, ce qui sera pas forcément hyper agréable pour les gens comme moi qui font à peu près 1m60. C'est un petit détail voilà à noter. En revanche ce sera pas du tout un problème pour les plus grands gabarits. On a une grande amplitude de réglage également, donc ça c'est pas un souci. Là j'ai vraiment mis le siège moi pour conduire, je vois bien la route et ça c'est un très bon point également. Évidemment je touche bien les pédales, ça c'est très important, mais voilà je suis bien installée dans cette voiture. Dans l'ensemble, l'ergonomie elle est plutôt bonne. Le constructeur a également amélioré ces raccourcis ici qui sont pour régler la climatisation, qui sont rétro-éclairés, donc la nuit c'est très pratique. Là encore, on sait vraiment ce qu'on touche et ce qu'on règle, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et ils sont accessibles en permanence, donc on peut vraiment changer la température comme on le souhaite constamment, contrairement à d'autres constructeurs, vous savez, où il faut aller dans l'écran, dans les réglages, etc. Ce qui n'est pas toujours très simple quand on conduit. Donc il y a vraiment des efforts qui ont été faits de la part du constructeur pour améliorer ce T-Roc, le rendre plus pratique avec des rangements évidemment. Un côté aussi un petit peu plus technologique, on a ici ce sélecteur qui permet notamment de changer de mode de conduite, etc. Et globalement, on a quand même très peu de boutons physiques dans ce poste de conduite, à part les touches ici sur le volant, donc très pratique avec vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires. Mais sinon, au niveau de cette planche de bord, on n'a quasiment rien. On a évidemment le bouton pour démarrer, mais toute la commande de boîte, elle se retrouve juste derrière le volant. Ça, je trouve ça très pratique également. Et ça permet de dégager beaucoup de place. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir peut-être quelques rangements ici, en dessous, parce que
C'est ce qu'on trouve sur beaucoup de constructeurs et je trouve que c'est quand même très pratique de pouvoir mettre des choses un peu plus grandes. En revanche, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a donc le téléphone à portée de main. Évidemment, il ne faut pas le toucher en conduisant, mais ça peut éventuellement servir dans certains cas et on peut donc le recharger. Et il y a un petit détail aussi que je vais vous montrer. Alors dans cette voiture, il y a plein de petits easter eggs, moi j'adore ça. Et on retrouve ici au niveau du chargeur pour smartphone à induction, en fait des lignes avec des petits nageurs qui rappellent évidemment une piscine. Voilà, c'est un petit détail assez sympa et on a un petit peu partout dans la voiture. Donc si vous avez l'occasion un jour de prendre le volant de Styroc, et je vous invite à les regarder et à vous amuser à les chercher un petit peu partout. Voici maintenant à l'arrière de Styroc. Alors pour mémoire, ça reste un SUV compact, voire urbain, mais ça se destine quand même à être la première voiture de la famille et il se veut quand même un petit peu familial tout de même. Et ça, il y a un très bon point sur cette nouvelle génération. Là encore, le constructeur a écouté les critiques. On se plaignait que la précédente version manquait un petit peu d'habitabilité et là, comme je vous l'ai dit, donc le constructeur a agrandi sa voiture et ça se ressent surtout au niveau de l'empattement. Alors celui-ci est en hausse de 3 cm, alors ça peut paraître peu, et il culmine à 2,63 m. C'est toujours pas très grand, mais cependant, alors comme d'habitude, j'ai réglé le siège ici pour ma conduite. Moi je fais à peu près 1,60 m et vous pouvez quand même voir que je suis pas vraiment à l'étroit. Bien sûr, ce sera un petit peu plus le cas pour des plus grands gabarits. On a un espace à la tête qui reste quand même assez correct et un espace aux jambes qui est là encore en hausse. Et ça se voit, vraiment pour le coup ça se ressent. Et on est quand même bien installé dans cette voiture. Comme souvent sur les voitures thermiques, la place du milieu, ça ne sera pas forcément l'idéal puisqu'on a un tunnel de transmission juste ici. Donc forcément pour mettre les jambes c'est un peu moins facile. Mais en revanche, de chaque côté, on est quand même bien installé. On a relativement assez de place pour les coudes et surtout on retrouve cet élément ici qui permet vraiment cet accoudoir de pouvoir bien positionner les bras et on a des petits bacs de portière. C'est pas énorme mais ça permet quand même de mettre une petite bouteille d'eau. C'est un petit détail quand même qui peut avoir son importance. Côté rangement, on retrouve ici des petites pochettes derrière chaque siège. Là on peut mettre une tablette ou toutes ses affaires, etc. Et on retrouve 2 ports USB-C derrière, donc ça c'est également très pratique pour recharger son smartphone, etc. Des buses pour la climatisation. Donc on a vraiment quand même pas mal d'éléments de confort dans cette voiture qui opère quand même une vraie montée en gamme pour le coup, notamment ici sur cette version, et on est quand même bien installé. Moi je trouve que la banquette elle est inclinée comme il faut, même si c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle le soit peut-être un petit peu plus pour les longs trajets pour pouvoir se reposer. Et on retrouve juste là un accoudoir quand la place du milieu n'est pas utilisée évidemment, avec 2 porte-gobelets en plus. Donc là encore, ça rend cette voiture tout à fait utilisable pour tous les jours bien sûr, mais également pour les longs trajets. Le volume de coffre, il est quant à lui dans la moyenne du segment, il est compris entre 475 et 1350 litres quand la banquette arrière est rabattue. Nous voici maintenant au volant donc de ce nouveau Volkswagen T-Roc de 2e génération comme on le rappelle. Alors ici on est au volant de la version hybride, donc micro-hybride, attention, avec le 1,5 litre, donc un 4 cylindres de 150 chevaux, un TSI qu'on connaît déjà très bien au sein du catalogue. Alors donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, affiche une puissance de 150 chevaux pour un couple de 250 Nm. Alors c'est pas un modèle vraiment sportif, même si je vous l'ai dit on est sur une version Airline, donc qui est quand même qui a un positionnement assez haut de gamme, etc. Mais attention, c'est pas du tout un modèle vraiment dynamique pour le coup. On a un 0 à 100 qui est réalisé en 8,9 secondes, donc on est loin d'un foudre de guerre, et une vitesse maximale de 212 km/h. Voilà, ça c'est pour les données techniques générales. Il faut savoir que cette 2e génération repose sur la plateforme MQB Evo, là encore une plateforme déjà largement éprouvée au sein du groupe Volkswagen, et donc on a assez peu de changements au niveau de sensation de conduite par rapport à la précédente génération, même si la voiture globalement, et comme d'ailleurs beaucoup de modèles du groupe Volkswagen, elle se comporte très bien en règle générale. En fait elle est bonne partout, voilà, sans forcément exceller dans un domaine. C'est un peu voilà, ce qu'on retrouve sur toutes les voitures du catalogue, électrique, thermique, etc. C'est une constante au sein de la gamme. Voilà, c'est des voitures qui sont très pratiques, très bien pensées, etc. Très bonnes partout, très polyvalentes surtout. Mais elles ont un comportement voilà, très linéaire, etc. Et ça se retrouve sur ce T-Roc qui est pour le coup très polyvalent. Vraiment, on a des sensations de conduite très homogènes. On retrouve
une accélération, moi je trouve, qui est un petit peu décevante. Et surtout, c'est lié à la boîte DSG7. Une boîte auto donc, qu'on retrouve depuis de nombreuses années sur les voitures du groupe Volkswagen, toutes les marques confondues. Et qui est pour moi un peu la grosse déception sur ces voitures en règle générale, puisque on a des passages de rapport qui sont parfois un peu lents, surtout en mode sport, surtout quand on a quand même besoin d'accélérer un petit peu le rythme, et ça c'est un petit peu dommage, et surtout un gros temps de latence à l'accélération. Alors là vous voyez, donc là je suis en mode normal, je suis pas en mode sport, mais je l'ai testé aussi en mode sport et c'est un peu le même problème malheureusement. C'est un peu dommage et ça nuit au dynamisme global de la voiture bien sûr. C'est un gros point noir. Heureusement on a quand même des palettes au volant sur ce T-Roc, ce qui permet, sans forcément rouler de manière très très sportive puisque c'est pas le but, mais ça permet d'avoir quand même un petit peu plus de dynamisme et surtout moins de latence quand on conduit la voiture. Sinon dans l'ensemble, le comportement il est pas exemplaire, mais ça fait largement le job. On retrouve la rigueur très allemande, la rigueur de gros Volkswagen avec des suspensions qui sont quand même assez fermes dans l'ensemble. Surtout sur les ralentisseurs et là sur les petites aspérités de la route, c'est pas inconfortable non plus, attention, la voiture elle est quand même assez bien suspendue, mais ça reste quand même assez ferme. C'est pas une voiture qu'on va acheter pour le confort, en tout cas clairement pas. On a Citroën par exemple ou Renault qui propose des choses beaucoup plus typées confort. En revanche, ça profite, cette suspension un petit peu ferme, et ben, ça profite à la tenue de route qui est assez bonne dans l'ensemble, même si je le rappelle c'est pas une voiture avec laquelle on va rouler comme des fous non plus, notamment dans les virages, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste homogène, ça reste elle est bonne partout, très polyvalente aussi, peu importe le mode qu'on utilise. Alors on en a plusieurs, on a un mode éco bien sûr qui permet de privilégier l'efficience, un mode normal, confort que j'utilise actuellement, et on retrouve un mode sport également. Et tout ça, ça se règle directement sur la petite molette que j'ai juste ici. On retrouve aussi un mode individuel qui permet de paramétrer tous les réglages comme on le souhaite, que ce soit la réponse de l'accélérateur, la boîte de vitesse, etc. On peut avoir la boîte en mode sport, etc. Enfin vraiment pour optimiser et faire la conduite que l'on souhaite. Moi j'aime beaucoup utiliser surtout en général le mode sport ou le mode confort. C'est deux modes qui je trouve sont assez polyvalents parce que le mode sport sur cette voiture, ça va pas la transformer radicalement non plus, pas du tout. Mais ça permet d'avoir un petit peu plus de dynamisme, même si voilà, comme je vous l'ai dit, moi je recommande plutôt d'utiliser les palettes, qui sont d'ailleurs bien intégrées, faciles d'accès. Moi j'ai des petites mains et parfois il y a des voitures où je suis obligée d'aller loin derrière pour trouver les palettes, là c'est pas le cas. La direction, elle est bien calibrée aussi, pas trop ferme, pas trop souple, elle est relativement informative aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous l'entendez, on a des aides à la conduite. Pour rappel, elles sont obligatoires dans le cadre de la norme GSR2 imposée par l'Union européenne. Donc on retrouve notamment l'alerte de survitesse, mais également l'alerte qui vous dit si vous déviez de la voie. Bon là pour le coup c'est pas trop le cas parce qu'on n'a pas vraiment de ligne au sol, donc on n'est pas trop embêté là-dessus. En revanche, elle me prévient dès que je suis au-dessus de la limitation de vitesse. C'est quelque chose qui est obligatoire, qu'on trouve sur toutes les voitures aujourd'hui du marché, dont ce T-Roc bien sûr. Et pour les désactiver, pas forcément très évident. Il va falloir aller dans l'écran tactile, contrairement à certains constructeurs qui proposent un bouton plus simple d'accès. En revanche, ce qui est plutôt un bon point, c'est que ces aides, elles sont pas trop intrusives non plus. Vous avez entendu, il y a un petit bruit. C'est pas, vous savez, c'est pas assourdissant, c'est pas stressant, parce que parfois il y a des voitures, ça bip un peu dans tous les sens. Et en fait, on sait même pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois ça bip, il y a un bip par-ci, un bip par-là, en fait on sait pas ce qu'on a fait de mal, on sait pas si on a roulé trop vite, etc. Là pour le coup, c'est pas trop le cas, c'est assez discret quand même, donc ça va sur ce point en tout cas. Je voulais revenir également sur la consommation, puisque comme je vous l'ai dit dans la partie esthétique et la partie design, il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour améliorer l'efficience avec donc une efficience augmentée de 10%. Alors, ça peut ne pas trop vous parler, c'est normal, mais tout ça pour vous dire qu'en tout cas, la consommation, elle est homologuée à 5,6 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal et mieux que la précédente génération, même si pour une voiture hybride quand même, micro-hybride, attention, je trouve que ça reste quand même un petit peu élevé, c'est vrai. Est-ce que ça serait possible d'aller plus bas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mieux qu'avant. Voilà, déjà, c'est déjà une bonne chose. Et tout ça grâce à voilà, quelques petites améliorations par-ci par-là pour améliorer notamment la pénétration dans l'air. On n'est pas sur une voiture électrique, mais ça joue quand même évidemment
plus on va rouler vite, plus évidemment on va avoir la résistance du vent et forcément ça va augmenter la consommation. Donc voilà, c'est des petits efforts qui ont été faits à ce niveau-là pour rendre la voiture un petit peu plus efficiente et donc moins consommée. Je voulais revenir un petit peu sur le dynamisme puisque cette voiture, comme je vous l'ai dit, donc elle a une hybridation qui est très légère. Donc on n'a pas de grosse batterie comme on pourrait avoir sur une hybride ou sur une électrique et ça permet d'avoir un poids qui reste quand même relativement contenu. On est à 1,47 tonnes. Pour un SUV comme ça, c'est dans la moyenne, c'est pas choquant et donc ça fait qu'on n'a pas une voiture hyper pataude, même quand on roule un petit peu vite, même si, voilà, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment son but. C'est pas vraiment le but de cette voiture de rouler à des vitesses folles et c'est sûrement pas une voiture dynamique non plus, mais on peut le faire si jamais on le veut. Là, je me suis mis en mode sport. Je vais accélérer un petit peu le rythme. Bon, alors déjà, voilà, il va falloir composer avec ce petit temps de latence au niveau de la boîte de vitesse. Et dans l'ensemble, ça se comporte quand même assez bien. Voilà, la route se prête pas forcément à rouler très très vite, j'avoue, et la voiture non plus. Donc voilà, la Suisse, vraiment sur un trajet avec une rue un peu cabossée. Alors, ça se voit pas forcément à l'image. L'amortissement, il est quand même assez correct dans l'ensemble. Ça reste, c'est ferme, mais c'est pas inconfortable. Et un autre élément aussi dont je voulais vous parler, c'est l'insonorisation, qui reste, je trouve, selon moi, encore perfectible quand même. Alors on n'entend pas trop le bruit du moteur, ça reste quand même assez correct dans l'ensemble, et même quand ça monte dans les tours, puisque je vous le rappelle, on est sur un 4 cylindres et non un 3 cylindres. Donc la différence, elle s'entend quand même. Donc ça, c'est vraiment cool quand même. On n'a pas un moteur trop bruyant, etc. Et on n'a pas trop non plus de bruit d'air, un petit peu de bruit de roulement quand même. Bon là, la route, voilà, elle est un peu cabossée, le revêtement, il est assez bruyant, mais ça reste quand même raisonnable. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisque c'est une voiture qui est quand même pas donnée, très honnêtement. Même si en version d'entrée de gamme, elle commence à 29 990 €. Mais voilà, c'est l'entrée de gamme. Là, pour le coup, je vous l'ai dit, on est vraiment sur la version Airline, donc qui coiffe le catalogue. Et on n'est pas sur les mêmes gammes de prix. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard à ce sujet-là. En tout cas, c'est une auto qui est quand même voilà, très homogène, très polyvalente, bonne partout. Ça reste une vraie Volkswagen pour le coup. Il y a eu pas mal d'efforts de fait sur plein d'éléments, notamment sur l'ergonomie générale, notamment sur ce volant, sur l'habitabilité aussi. Et c'est vraiment cool de voir que le constructeur a vraiment écouté les clients, a vraiment écouté les retours, les critiques surtout, pour vraiment faire une voiture qui est beaucoup plus aboutie qu'auparavant. Et c'est une auto qui, je pense, devrait plaire à une large catégorie de population, puisque elle reste quand même, bon, extérieurement elle reste quand même assez fun, assez sympa quand même, avec ses couleurs, etc. Même si elle reste très rigoureuse à l'intérieur aussi, hein, on l'a vu, c'est un poste de conduite qui reste très très sobre. C'est quelque chose, lequel Volkswagen est quand même reconnu, c'est la sobriété. Même si voilà, à l'extérieur il est assez fun, la conduite elle reste quant à elle, voilà, très homogène. C'est sûr qu'on n'a pas de touche de folie, voilà, c'est une auto qui est sérieuse, très sérieuse. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus ? C'est un SUV qui fait largement le job, qui est agréable à conduire, qui est rassurant aussi, puisqu'on a une bonne tenue de route dans l'ensemble, et évidemment que de toute façon personne va l'exploiter à 100% de ses capacités. C'est pas une voiture qui est faite pour faire de la vitesse. Donc pour tous les jours, c'est très très bien. Après, malheureusement, c'est vrai qu'elle reste un petit peu chère quand même. Et surtout si on veut aller sur des niveaux de gamme un petit peu plus haut. Même pas forcément en allant sur cette Airline, mais avoir un niveau un petit peu inférieur. Après, voilà, c'est des calculs à faire, etc. Mais on a un positionnement tarifaire qui est assez haut de gamme. Et malheureusement, je trouve qu'on a certains éléments qui sont un petit peu mesquins quand même, notamment ici, donc comme je vous l'ai dit, c'est plastique dur, très visible quand même, juste devant le passager, et les sièges à réglage manuel. C'est pas des gros détails, évidemment que c'est peut-être pas ça qui va faire acheter ou non la voiture, mais je trouve que à ce niveau de gamme, enfin Volkswagen c'est quand même un généraliste plus, et j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'éléments de confort. Mais en tout cas, en termes de conduite pure, ça reste quand même pas mal du tout. C'est quand même là, pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que je vous ai donné la consommation homologuée, là c'est la consommation réelle maintenant que je vais vous donner. On est à 7 litres 1 au 100 km, on a roulé quand même à peu près 70 km sur des trajets entre villes, autoroutes, cycle mixte, donc vraiment on a un bon petit aperçu quand même de ce que la voiture est capable de faire, et ça reste relativement correct, même si
Je trouve que ça est quand même un petit peu élevé pour une voiture qui pèse pas si lourd que ça non plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est une auto qui est intéressante. Il y a plein d'atouts, plein de bonnes choses. Après, elle reste très classique, très sérieuse, très rigoureuse. Ça reste du pur Volkswagen. Alors on aime ou on n'aime pas évidemment. Il y a peut-être des clients qui vont rechercher un peu plus de confort, peut-être un peu plus de dynamisme. C'est une voiture qui se situe en fait entre les deux, un bon compromis entre confort et dynamisme, avec des éléments un peu sportifs extérieurement. C'est vraiment une histoire de compromis sur cette voiture. Il y a du bon un peu partout, il y a un peu moins bons aspects quand même, mais globalement, si on prend cette voiture dans son entièreté, ça reste une très bonne auto quand même. Je voulais également revenir sur les équipements. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur une version Airline, donc qui coiffe le catalogue avec la version style. En fait, c'est une gamme qu'on pourrait appeler en Y, c'est-à-dire qu'on a différents niveaux de gamme et ensuite ça se sépare. On a une version style qui est plus axée sur le design, le confort, vraiment l'aspect un peu haut de gamme, et une version Airline comme on a aujourd'hui, plus sportive. En termes d'équipement, on retrouve donc évidemment tous les éléments de la norme GSR2 qui sont donc obligatoires, je le rappelle, mais on a également des équipements en plus, dont la conduite semi-autonome, donc le système Travel Assist qu'on a pu essayer sur cette version. Alors j'ai pas pu vous le filmer, j'ai pas eu l'occasion, mais en tout cas on l'a essayé. Ça se comporte plutôt bien, même si y a un point qui est perfectible quand même. Alors il faut savoir que cette voiture, elle prend en charge le changement de voie automatique. Donc pour ça, en fait, on met le clignotant et quand elle juge que le moment est opportun, elle y va, elle tourne. C'est plutôt bien fait. Le problème en revanche, c'est qu'une fois que le dépassement est fait, il faut tout de suite reprendre la main. En fait, elle bip pour dire ok, maintenant c'est bon, j'ai fait mon dépassement, à toi de reprendre la main, parce qu'en fait si on le fait pas, elle continue. C'est un peu dommage que du coup le conducteur doive quand même reprendre. Alors évidemment c'est obligatoire, hein. Aujourd'hui l'Europe n'autorise pas, hormis certaines marques, mais globalement les constructeurs doivent proposer donc la technologie de niveau 2 qui impose de garder les mains sur le volant. Donc c'est aussi pour ça que la voiture elle ne fait pas tout toute seule. Mais je trouve que c'est un petit peu brutal. Et on peut se faire avoir un conducteur qui n'est pas forcément très attentif, évidemment qu'il faut être attentif au volant, mais un conducteur qui n'est pas forcément tout à fait au fait de ça, il peut se faire une petite frayeur. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, ce système existe, il reste encore un petit peu perfectible quand même, mais c'est quand même plutôt bien de l'avoir sur une voiture qui reste un SUV urbain, un SUV compact, qui n'est pas un modèle hyper haut de gamme comme on pourrait avoir un Tiguan ou un Tayron par exemple. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le nouveau T-Roc, il est vraiment pas donné. Il faut savoir donc que l'entrée de gamme débute à partir de 29 990 €, mais notre version Airline est quant à elle affichée à partir de 42 500 € hors option. À noter enfin que le SUV est produit en Europe et plus précisément dans une usine située à quelques kilomètres seulement de Lisbonne que nous avons eu la chance de visiter.